Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur le podcast de La Passerelle. Je suis Tania Massouf, maman de 3 garçons. Alors, je rappelle, La Passerelle est une entreprise qui a pour but de concilier vie professionnelle et vie familiale. Alors pour cela, on va travailler sur 3 axes. Le premier axe qui va être la parentalité. Vous donner les outils à travers des ateliers, des conférences, des rencontres pour pouvoir vivre une parentalité qui sera la plus sereine et la plus zen possible. Le deuxième aspect, ça va être le coworking familial. L'idée est que vous puissiez venir travailler accompagné de vos enfants. Et la dernière partie, et pas des moindres, la conciergerie sociale et solidaire. Imaginez que vous nous confiez toutes les tâches chronophages qui vous prennent du temps, qu'elles soient administratives, qu'elles soient logistiques ou justement d'appoint. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer et d'interviewer Laura. Laura qui va aborder avec nous une période qui devient un peu sensible pour certaines mamans, le postpartum. Et on va s'attarder plus précisément sur la dépression postpartum. Alors pour cela, on va balayer un petit peu avec Laura sa grossesse, qu'on puisse faire effectivement le lien entre la grossesse, le postpartum qui débute, la dépression, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui et comment quelles seront, j'ai envie de dire, ses préconisations, ses indications, qu'est-ce qu'elle pourrait partager avec nous pour pouvoir justement éviter ou en tout cas informer au mieux les futures familles. Bonjour Laura, comment vas-tu? Bonjour Tania, ça va? Ça va? Bon. Tu es prête? Je suis prête. Bon, parfait. Alors, on va commencer, comme je te disais, par une rencontre un petit peu libre avec quelques petites questions. L'idée, c'est qu'on puisse en fait avoir un petit fil conducteur de ta grossesse en passant par l'accouchement, le baby blues, le postpartum, la dépression postpartum et enfin, où tu en es aujourd'hui. Et pour terminer, tes préconisations, tes conseils, tes astuces s'il y en avait. D'accord? Alors, pour commencer, Laura, est-ce que tu peux nous dire de quelle région tu viens et de qui est composée ta tribu, s'il te plaît? Alors moi je viens de l'Île-de-France, donc plus précisément en Essonne. J'ai un enfant, donc Louis, qui va avoir 3 ans bientôt en février. D'accord. Et je vis avec son papa depuis 5 ans. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut dire ton âge, Laura, ou pas, s'il te plaît? Bien sûr, je vais avoir 32 ans. D'accord. Je vais avoir 32 ans. J'ai 44 alors, tu vois? Ah, t'es encore jeune, t'es encore jeune. Oui, mais je pense avoir fêté mes 31 ans il n'y a pas longtemps, mais non, ça engendre. Non, c'est bon, t'as changé de chiffre. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu rapidement de ta grossesse pour qu'on puisse effectivement arriver au jour de l'accouchement de Louis? Comment ça s'est passé les 9 mois, voilà, comment ça a été? Est-ce qu'elle a bien démarré? Voilà, dis-nous tout vraiment. Là, c'est bon, tu as la parole. Ok, alors moi j'ai appris que j'étais enceinte donc au mois de juillet, début juillet. Ça faisait, je pense que je devais être à 2-3 semaines minorées de grossesse. Et très rapidement, en fait, j'ai été très malade. Donc, j'ai pas du tout ressenti tout ce qui était fatigue. Enfin, j'ai pas eu de fatigue, etc. Mais par contre, j'ai fait de l'hyperémèse gravidique. Donc, j'ai vomi, hein, clairement, beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup, pendant quasiment pendant plus de 2 mois et demi, où je faisais malaise sur répétition, je pouvais même pas boire de l'eau, enfin manger, manger me dégoûtait, voir une affiche avec de la nourriture dessus, ça me faisait vomir. Ah oui. Et en fait, j'étais suivie, enfin, je savais pas trop comment ça se passait. En fait, c'est vrai que quand c'est notre premier enfant, on sait pas trop par quoi on commence, on va voir qui en premier, le généraliste, le gynéco, enfin, on sait pas trop. Donc, je suis allée voir mon généraliste qui m'a juste prescrit une prise de sang bêta-HCG et puis pour voir aussi mon taux de potassium. Et puis voilà, c'est tout quoi. Elle m'a dit ça va passer, je vous arrête, ça va passer. D'accord. Et puis au bout de 2 mois et demi, ça passait toujours pas. Et j'avais mon rendez-vous gynéco justement, le rendez-vous des 3 mois. Et j'y suis allée un petit peu avant. Et là, je suis rentrée dans son cabinet. Il dit, en fait, il m'a même pas posé de questions. Il m'a vu. Je pense qu'il a dû m'entendre vomir 2-3 fois à côté. Ah ouais. Il m'a vu, il m'a dit, j'appelle la maternité, on vous hospitalise. Ah oui, d'accord. Voilà, ça a été très rapide parce que j'ai perdu 14 kilos les 3 premiers mois de ma grossesse. Ouais. Donc, ce qui est énorme. C'est énorme, quoi. Ouais. J'étais tellement déshydratée, je mangeais pas, donc j'avais aucun apport.
tout ce qui me restait en apport, minéraux, etc., le fer, tout était concentré sur mon fœtus, en fait. Donc clairement, il m'avait tout pompé. Et moi, j'avais plus de force, quoi. Marcher était devenu un calvaire. Enfin, c'était vraiment, vraiment très compliqué. Donc du coup, j'ai été hospitalisée et là tout de suite, en fait, j'ai eu tout un bilan sanguin et en fait, il s'est avéré que j'avais une hyperthyroïdie, un dérèglement de la thyroïde. Alors c'est assez fréquent sur les grossesses gémellaires. Oui. En fait, parce qu'il y a un très gros taux d'hormones. J'en avais qu'un. Et en fait, plus on a un gros taux d'hormones, plus on est susceptible d'être malade ou de faire un dérèglement de la thyroïde. Donc c'était vraiment gestationnel, par contre. C'était d'accord. J'ai été tout de suite suivie par une endocrinologue et au 4e mois, un peu plus, entre le 4 et 5e mois, on a arrêté le traitement et ma thyroïde était totalement revenue à la normale avec la chute des hormones. Elle était à la normale. Donc voilà, je me suis dit, allez, c'est bon, ma grossesse est terminée. En plus, je remangeais, j'avais faim, franchement, c'était top. C'était bien. Et vers la fin de mon 5e mois, rendez-vous sage-femme, classique, comme tous les mois. Et là, en fait, elle m'envoie aux urgences. Elle me dit, là, non, le col, il est court, il faut tout de suite aller aux urgences, en fait. Donc, rebelote, je retourne aux urgences gynécologiques. Et là, col court, effectivement. Donc, je suis alitée. On m'a gardée à l'hôpital pendant 1 semaine. Et ensuite, donc j'avais plus le droit de faire plus de 15 minutes de voiture par jour. Fallait que je reste allongée au maximum. J'étais pas alitée totalement parce que mon col était remonté. Mais voilà, donc ça a quand même été assez traumatisant de se dire qu'à quasi 5-6 mois, mon bébé pouvait sortir. Voilà, je n'étais pas trop prête. Donc, bon. Et puis voilà, et finalement, j'ai accouché le 26 février au lieu du 21 mars. D'accord, parce que la poche des os s'est fissurée, et donc on a déclenché mon accouchement. Voilà. Ok, d'accord. Oui, donc ça a commencé quand même assez... Déjà, dès les premiers mois, t'as eu une grossesse, un début difficile, quoi. D'accord. Toute ma grossesse, en fait, je me suis dit plus jamais je veux recommencer, j'aime pas être enceinte. C'est vrai que les 3 premiers mois, à la fin, j'en pouvais tellement plus quand j'étais hospitalisée. Je me suis dit, mais je veux arrêter, en fait, je veux l'arrêter, cette grossesse, je vais pas pouvoir supporter. Puis, pourquoi prendre des risques vraiment, c'était très compliqué. Ouais, c'était vraiment très... D'accord, ok. Et quand ta poche des os s'est fissurée, qu'est-ce qui s'est passé là justement concrètement jusqu'à l'accouchement proprement dit en fait? Alors en fait, il y a un matin, je sais pas, je sentais que c'était un peu bizarre. Alors c'est vrai qu'en fin de grossesse, on a beaucoup de pertes. Je me suis dit, bon, peut-être que c'est ça, mais quand même, je pressentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas habituel. Donc on est allé à la maternité. On m'a fait un premier test pour savoir si c'était du liquide amniotique. Le premier test, elle savait pas trop. Ça se colorait pas trop. La petite bandelette, elle se colorait pas trop. Bon, ils m'ont mis sous monito, le bébé, cœur du bébé, tout ça, tout le monde va bien. Et elle me refait une 2e fois le test. Et là, elle me dit, bon, dans le doute, on va vous déclencher. Donc, dans le doute. Dans le doute. Ouais. Je pense qu'il aurait pu rester encore un petit peu. Ouais, dans le doute, j'aime bien. Bon. C'était quand même déjà un gros bébé à 8 mois, donc finalement, je suis très contente qu'il soit sorti avant. Et donc là, en fait, à partir du moment où on m'a déclenchée, donc j'ai été déclenchée par tampon. Ça a duré 36 heures, du moment où on m'a déclenchée jusqu'au moment où j'accouche. D'accord, ah oui. Donc ça a été très long. Toutes les 2 heures, j'avais un toucher vaginal qui était extrêmement douloureux. Donc là, déjà, ça a commencé un peu à me traumatiser. Après, on m'a mis en chambre. Je faisais du ballon. Je pouvais pas prendre de bain parce que, comme on soupçonnait la poche des os fissurée depuis 48 heures, on savait pas trop. Que des douches. J'avais des contractions par les reins. J'avais pas du tout de contractions. En fait, aujourd'hui, je ne peux même pas dire, dire ce que c'est une contraction. Je ne sais absolument pas ce que c'est une contraction. Effectivement, j'avais très mal au rein, mais comme pour mes règles, en fait. Et le lendemain matin, donc 24 heures après, la sage-femme me dit, mais vous êtes toujours là? Je dis, oui, toujours. Elle me dit, bon,
Elle me dit, bon, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que vous allez aller prendre une douche, vous allez prendre votre petit déjeuner, et puis après, on va vous déclencher on va vous déclencher les contractions pour ouvrir le col avec la perfusion. Et elle m'a demandé, est-ce que vous voulez sentir un peu les contractions ou est-ce que vous voulez rien sentir? J'ai dit, je ne veux rien sentir. Je n'avais pas dormi de la nuit. Vraiment, je ne voulais pas du tout. Et donc, du coup, voilà, péridurale tout de suite. Donc, j'ai pas du tout souffert pendant ma péridurale puisque je n'avais pas de contractions. Oui. Mon col était quasiment pas ouvert. Il devait être à 2-3. Donc, franchement, c'était pas énorme. Et puis, vraiment, à part les contractions dans les reins, j'ai pas senti de violence de l'utérus. Et donc voilà. Donc effectivement, à un moment donné, il était donc ça c'était à 10h le matin, à 18h30, 18h20, 18h30, elle vient me voir, elle me dit bon bah là la tête de bébé, elle s'engage pas trop dans le bassin, mais il va quand même falloir qu'on pousse parce que j'étais dilatée totalement quoi. Donc elle me dit va quand même falloir qu'on essaie de pousser un peu pour le faire sortir quoi. En tout cas, le monito et tout, il allait très très bien. Moi aussi d'ailleurs. Oui. Et sauf que là, je me rends compte au moment de pousser que la péridurale ne fait plus effet, parce qu'elle a été faite beaucoup trop tôt. Ah oui. Et là, j'avais tellement mal, mais tellement mal. J'arrivais plus à pousser. C'était franchement, j'ai poussé tout ce que j'ai pu pousser. J'arrivais plus. Elle arrêtait pas de me dire mais si vous poussez pas assez, je vais devoir appeler le gynéco pour qu'on sorte le forceps et tout. Et au bout d'un moment, j'ai dit mais appelez le gynéco parce que là, je ne peux plus, je n'y arrive plus. Ça faisait 36 heures que j'avais pas dormi, que j'étais en travail, que mon corps était en souffrance totale. Donc je leur ai dit clairement appelez le gynéco parce que je ne peux plus. T'as plus la force, oui. Plus la force, j'arrivais pas, c'était et puis surtout je m'attendais pas à un tel choc de l'accouchement en fait. Et elle me dit je sens ses cheveux, vous voulez toucher? Je dis non, sortez-le et tout, je veux pas. Elle me dit mais ça va vous aider, est-ce que vous voulez un miroir pour voir? Je dis mais jamais de la vie, mais vous donnez pas de miroir. J'osais même pas regarder la tête de mon conjoint qui était juste à côté de moi, parce qu'en plus il n'y a pas de drap en fait, donc lui il avait vraiment vu ah oui vu sur le monde quoi. C'était vraiment non. Et je ne pouvais même pas regarder sa tête parce que je me suis dit si lui il commence à paniquer, bon c'est quelqu'un qui est d'un calme, d'une patience et d'un calme. Donc, il n'aurait pas du tout paniqué devant moi, mais je me dis si je vois juste une étincelle dans ses yeux de panique, ah ben là c'est fou. C'est fini quoi. Et vous perdez, anesthésie générale, vous me sortez et puis on en parle demain quoi. Mais c'était et donc là bon bah du coup voilà, elles sont allées chercher les gynécos. J'ai bien vu que la sage-femme était très déçue. Quand je lui dis mais j'ai peur de l'épisiotomie, elle me dit dans ma carrière j'ai dû faire peut-être une épisiotomie. Alors j'aurais bien aimé savoir de combien de temps était sa carrière, ceci dit. Oui. Parce que du coup moi je n'ai pas eu d'épisio, mais j'ai été déchirée donc de haut en bas. Ouais. Ah oui. Donc voilà, j'ai eu pas mal de points de suture, sachant qu'ils n'arrivaient pas à me recoudre parce que je saignais énormément. Ils ont dû aller me rechercher des bouts de placenta qui restaient dans le fond. Ah oui, donc jusqu'au bout quoi. Ah, jusqu'au bout. Et puis là, en fait, on me met mon bébé. Et en fait, je me rappelais plus du placenta. Et là, je dis, mais ça pousse encore. Je croyais que c'était fini. Je me suis dit, mais cette sensation de pousser, en fait, le bébé sort et c'est tellement désagréable. Enfin, à ce moment précis, en fait. Ouais, c'était tellement désagréable. Et en plus, ça recommençait après que j'ai accouché. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Il me dit, mais oui, il faut expulser le placenta. Oh, et là, le mot délivrance prend tout son sens. Parce que clairement, quand on enlève le placenta, c'est une totale délivrance. C'est vraiment... Waouh, c'est... Et là, ok, là, ça va mieux. Puis après, bon, elles m'ont recousu. Comme j'avais plus trop de péridurale, du coup, ils m'ont anesthésiée localement. Bon, sachant que quand même, j'avais l'anesthésie, ce qui restait tout le long de qui restait pas mal le temps de mon accouchement. Parce qu'elle m'a produit et tout, parce que ma péridurale ne faisait plus effet. Et puis voilà. Et puis, on m'a mis mon fils sur le ventre, et puis voilà quoi. Ouais. Ça s'est bien passé. D'accord. Choquée, vraiment choquée. Un énorme choc de l'accouchement. De l'accouchement, ouais.
Je m'imaginais pas du tout. Je m'imaginais pas du tout. Je m'attendais pas à ça. Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Tu en avais parlé on en avait parlé lorsque tu as fait la préparation à l'accouchement avec la sage-femme et tout. On t'en avait parlé de ça ou pas? Du fait que tu aies peut-être eu un choc. Ça a été abordé ce point? Non. D'accord. Non, ça n'a pas été abordé. Ok. D'accord. Ok, pas de souci. Qu'est-ce que je voulais te dire? Donc, là, ça y est, Louis, ben, il est né en bonne santé. T'es resté combien de jours à l'hôpital? Je suis restée 5 jours parce que Louis a eu la jaunisse, donc on a D'accord. dû faire des UV. Ok, d'accord. Ok. Et donc après, donc t'es rentré chez toi, pas de souci. À quel moment, j'ai envie de te dire, et comment t'as commencé à comprendre, entre guillemets, que Madame la dépression postpartum a fait son entrée et a dit coucou, ça y est, je suis là. Alors déjà, à la maternité, je pense qu'à la maternité, bon, on parle de baby blues, parce que, bon, ben voilà, je pense Mm. que y a énormément de femmes qui ont un baby blues, et entre la chute des hormones et puis, bah, franchement, un premier enfant, on ne sait pas, en fait, puis surtout, on n'est pas, même si on était préparé à ce qu'on pouvait ressentir le jour où on nous mettrait notre enfant sur le ventre, Mhm. finalement, c'est vraiment au jour même où on se rend vraiment compte de ce qu'on va ressentir. Moi, j'ai eu énormément de mal, avec tout cet amour propulsé, en fait. D'accord. C'est-à-dire que mon bébé, je l'ai aimé tout de suite. Alors, parce que c'est vrai que c'est assez contradictoire, parce qu'il y a quand même deux sortes dans la dépression postpartum. C'est soit c'est un trop plein d'amour qu'on n'arrive pas à gérer, Mhm. vraiment, soit il y a des mamans qui mettent plus de temps pas à aimer, mais Un peu quand même, oui. voilà, À créer le lien, à aimer, oui. Mm. voilà, à aimer son enfant. Et sauf que moi, en fait, je l'ai aimé, mais d'une violence. C'était, je sais pas comment expliquer, mais viscéral. J'avais besoin qu'il re-rentre en moi, en fait. Je sais pas comment expliquer. C'était comme si on m'avait enlevé une partie de moi Ah oui, qu'on m'avait d'accord. sortie sous forme humaine. Mhm. Et mais que non, en fait, non, remettez-le. Il était, qu'on reste que tous les deux, quoi. Enfin, c'était assez. Je dormais pas à la maternité. Je me rappelle, la sage-femme avait demandé à mon conjoint de sortir avec le bébé, d'aller lui donner le biberon dans une autre pièce parce que je ne dormais pas. Déjà, Louis n'a pas du tout dormi dans son Dans le dans son berceau. berceau Ouais. vers la maternité. Il a toujours dormi avec moi. Je suis tombée sur une super puéricultrice. Euh, parce que ben, c'est pareil, ça, on ne sait pas en fait. On est tellement stigmatisé sur il faut pas dormir avec son bébé, surtout pas après l'accouchement. Puis la sage-femme nous l'avait bien, enfin, aux préparations à l'accouchement, ma sage-femme me l'avait bien dit. Surtout, on fait pas ça. Enfin, que la puéricultrice, quand je suis rentrée quand à 22h30, on me remet dans ma chambre et qu'elle me dit et que je lui demande est-ce que je peux le garder un peu avec moi. Quand elle m'a dit mais vous pouvez même dormir avec si vous voulez. Elle me dit vous vous rendez compte, il a passé 8 mois dans votre ventre et là comme ça d'un seul coup il faut qu'on le sépare de sa maman. Ouais. Elle a dit, non, elle a dit si vous voulez le garder avec vous. En plus le papa dormait avec moi dans la chambre, donc en fait il y avait vraiment pas de danger en fait. Ouais, ouais. Mm. Donc c'était très compliqué. Je pense que déjà à la maternité j'ai eu beaucoup de mal avec ce trop plein d'amour en fait. Mhm. D'accord. J'étais très partagée entre l'amour et l'angoisse, c'est-à-dire que Louis, on me l'a amené, c'était amour-angoisse. Voilà, c'est ce que ça m'a apporté. Dès que je passais vers les salles d'accouchement, je commençais à paniquer, je me sentais pas bien, des sueurs froides, comme si j'allais faire des malaises. Ça, je l'ai expliqué aux sages-femmes à la maternité qui m'ont dit que c'était normal, que ça pouvait arriver, que c'était ce fameux baby blues. Il y en a même une qui m'a dit bah, heureusement encore que vous l'aimez, votre enfant. Euh, Ah oui? Bah oui, oui, mais sur le coup, en fait, je l'ai pas. Mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, je me dis, c'est pas le genre de phrase à sortir de maman, parce qu'il y a des mamans justement qui ont ce côté à ne pas arriver à avoir de lien tout de suite, en Ben fait, c'est ça, avec bah ouais. le C'est bébé. Pourquoi ça veut dire que les mamans qui n'arrivent pas à ça, ça veut dire que ce sont de mauvaises mères. Rien à voir du tout. C'est vraiment propre à à chaque. Ouais. chacun. En fait, t'as déjà d'entrée à la maternité, t'as un sentiment de culpabilisation, quoi. Et de Ah mais culpabilité. Donc j'ai envie de te dire, ouais, faut faire attention. Enfin, déjà ça se dit pas, quoi. Enfin, pour moi c'est tout simplement ça se dit pas. Parce que la sage-femme, je lui ai dit, parce que je pleurais, elle me dit, mais pourquoi vous pleurez? Je lui dis, parce que je comprends pas comment je peux aimer autant, en fait. Je lui dis, pour moi,
En fait, pour moi, je n'aimais pas mon conjoint, je n'aimais pas ma famille, je n'aimais pas mes parents, je n'aimais pas mon frère. En fait, pour moi, je les avais jamais aimés parce que là, ça y est, je savais ce que c'était l'amour, L'amour. en fait, le vrai l'amour. Alors que pas du tout. Après, tout amour est différent, chaque amour est différent, mais ça a été un très gros travail, hein. Même encore aujourd'hui, hein, je me dis, mon fils, je l'aime de tout mon être, et, euh, et des fois, je me dis, mais comment c'est possible d'aimer autant, en fait. Et donc, pour moi, ça a été compliqué, en fait, ce trop-plein d'amour. Et puis, surtout, je me suis dit, j'ai pris conscience, en fait, que, ça y est, quoi, ma vie, elle était close. En fait. Elle était... Ouais. Ça y est, elle est fermée. C'est vrai que je suis quelqu'un qui a toujours eu l'habitude. J'ai voyagé pendant 6 ans à l'étranger, je changeais de pays souvent. Quand ça n'allait pas, je faisais mes valises, je partais, etc. Là, si ça va pas, non, je peux pas faire mes valises et partir. Ouais. J'ai un enfant. Donc, je peux plus, en fait, fuir les problèmes, en fait. Maintenant, je suis obligée d'affronter. Et donc, ça, c'était très compliqué. Et je pense que c'est ça, en fait, qui a plus déclenché ma dépression postpartum. C'est surtout de me dire que maintenant, je suis responsable de quelqu'un et que maintenant, quelqu'un dépend de moi. Plus responsable que de moi-même. Et ça, c'est vrai que ça a été assez compliqué à encaisser. D'accord. Ouais, donc tu as eu quand même des petits signes, ok, dès le début de la maternité, entre guillemets, quoi. Là, pour le coup, avec un trop-plein, j'ai envie de dire, voilà, j'ai de l'amour à en revendre, enfin, inconditionnel, qu'est-ce que je fais, quoi? Parce que d'accord, je l'aime, mais je l'aime tellement que c'est, voilà, ça, c'est viscéral, quoi. C'est à un moment donné, oui. C'est viscéral. Ça, ouais, c'est trop, quoi. Ok. D'accord, d'accord. Voilà. Rentrer à la maison, tout va bien. Voilà, Louis, au bout de 15 jours, on le met dans sa chambre parce que les bruits, à nouveau-né, ça fait beaucoup de bruit et du coup, on n'arrivait pas à dormir. On ne dormait pas, hein, très clairement. Il y a des nuits où je dormais, où je ne l'entendais même pas. Et c'était mon conjoint qui se réveillait. De toute façon, moi, j'ai un papa extraordinaire, donc j'ai vraiment pas de... Mais... Au bout de 15 jours, ouais. Bon, il y avait quand même sa caméra. Oui. Au bout de 15 jours, le papa, il a dit, on va éteindre la caméra, parce que du coup, je ne dormais pas, parce que je ne faisais que de regarder l'écran. Et en fait, c'était pas le but. C'était pas le but, ouais. Je restais totalement scotchée à l'écran. Et ouais, je me sentais pas épanouie. En fait, pour moi, de l'image que l'on a, et puis de nos propres mères, nos grands-mères, l'image que l'on a à l'extérieur, voilà, on a l'impression que ça y est, t'es maman, t'es heureuse, tu rayonnes, t'es fraîche, t'es resplendissante. Et puis en fait, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, la réalité. Elle peut être tout à fait différente. Tu as allaité ton fils ou pas, Laura? Non, je l'ai pas allaité. D'accord, ok. Je l'ai pas allaité, j'ai beaucoup regretté. Je n'ai pas allaité, même pas la tétée d'accueil. En fait, j'hésitais. Et puis, quand j'ai accouché, j'étais tellement traumatisée de l'accouchement que j'avais plus qu'on me touche. Je voulais plus. Donc, laisser mon corps tranquille, je ne veux pas. Je veux plus qu'on me touche. C'était ouais, d'accord. Oui, de toute façon, c'était un choix en conscience, j'ai envie de te dire, et un choix qui te correspondait, puisque le but, c'est que tu te sentes bien avec tes décisions et que, voilà, qu'elles soient pas imposées par et la société et l'équipe, mais que ça te corresponde, ça vous convienne à tous les trois. Donc, ouais, c'était l'essentiel. D'accord. Voilà. Ok, pas de souci. Ok, d'accord. Donc, c'est effectivement un choix en conscience et en confiance. Alors, maintenant, ça y est, t'es rentrée à la maison. Qu'est-ce qui se passe jusqu'à l'arrivée, entre guillemets, du sujet qui nous concerne? Vas-y, dis-moi tout. Alors, moi, je pense que ma dépression postpartum, elle n'a pas commencé tout de suite. J'ai vraiment été dans cette phase de baby blues. Oui. On va dire, jusqu'aux 6-7 mois de Louis. J'étais de toute façon, c'est simple. J'ai repris à travailler au bout de 7 mois. Oui. Donc, on va dire que pendant 6-7 mois, on était totalement dans notre bulle. C'est vrai que je sortais moins, je faisais beaucoup moins de choses, j'allais moins vers les autres. Ah oui, et puis il y avait ça aussi, surtout, c'est que 2 mois et demi après mon accouchement, en fait, j'ai fait des crises de colique hépatique. Donc ça, on ne nous prévient pas non plus, mais il est quand même très important de le savoir. On nous prévient surtout que l'on risque d'avoir l'appendicite, qu'il y a certaines femmes enceintes qui ont l'appendicite après leur accouchement. Mais on parle moins en fait de la vésicule biliaire, des calculs dans la vésicule biliaire.
Et en effet, moi, j'ai fait des calculs dans la vésicule biliaire. Donc, j'ai été opérée donc 3 mois après mon accouchement. On m'a enlevé la vésicule biliaire. Et là, c'est pareil. Alors, c'est marrant parce que les crises de colique hépatique sont beaucoup plus douloureuses que les contractions. Enfin, sont vraiment, vraiment très douloureuses. Et là, donc, pareil, pendant 1 mois, j'ai pas pu porter mon bébé parce que j'avais les points, etc. Puis il fallait surtout pas, fallait que ça cicatrise à l'intérieur. Donc voilà. Et puis pendant ma grossesse, j'ai aussi déclenché une maladie de Bouvray. Donc la maladie de Bouvray, c'est le cœur qui s'emballe. Donc on peut être en train de discuter ou même en train de dormir et puis d'un seul coup le cœur passe en palpitation, en tachycardie à 180 comme ça, sans prévenir. Sans prévenir, ouais. Donc c'est quelque chose qui est très... Enfin, je vais pas faire tout un truc sur la maladie de Bouvray, mais c'est pas dangereux en fait en soi, mais c'est très, très handicapant et c'est très impressionnant et ça fait vraiment peur la maladie de Bouvray. Et donc voilà, donc ça peut durer 30 minutes comme ça peut durer 4 heures. C'est vraiment, ça dépend. Ça dépend, oui, d'accord. Oui. Et d'ailleurs, je me rappelle que en fait, ma première crise de Bouvray, elle a été déclenchée quand j'ai été hospitalisée à mes 5 mois et demi de grossesse, où où mon col était court, où la sage-femme m'avait donné du Xanax. Je m'en rappellerai toujours. La sage-femme m'avait donné du Xanax en me disant mais non, vous êtes stressée. Je leur disais, je vous assure, je ne suis pas stressée. Je vous assure que mon cœur s'emballe. Et elle me dit, c'est normal chez les femmes enceintes, etc. Donc toute la nuit, en fait, elle était venue prendre ma tension, etc. Elle me disait, non, ça va passer, ça va passer. La sage-femme de jour, le lendemain, quand elle est venue et quand elle a vu que ma tension était descendue à 7 et que mon cœur battait à 160, elle m'a tout de suite transférée aux urgences, en fait. Parce que c'était pas normal, quoi, bah oui. 6-7 heures que j'étais à 160 de pulsation. Donc c'est énorme, 60. C'est comme si j'avais couru pendant 7 heures. Ben oui, c'est ça, quoi. C'est énorme. J'étais allongée. Et en fait, voilà. Donc c'est comme ça que là, c'est déclenché la maladie de Bouvray. D'accord. Okay. La maladie de Bouvray, elle se déclenche sur des cœurs sains, en général, entre 15 et 30 ans. Ah, ok, d'accord. Voilà. Et donc déjà j'avais cette tachycardie de Bouvray. Et puis donc ça c'est pareil, hein, cette tachycardie, pour moi je mets ça sur un plan psychique, parce que normalement la maladie de Bouvray elle peut s'opérer, c'est très facile, c'est juste un petit conduit électrique à brûler, mais j'ai pas voulu me faire opérer en fait. Je voulais d'abord soigner mon psychique, pour me dire est-ce qu'il n'y a pas un côté psychologique là-dedans, donc voilà. Donc en fait, grossesse, accouchement, Bouvray, vésicule biliaire, en fait ça a été l'amour que je ne comprenais pas, la fatigue. J'avais pas un bébé qui pleurait beaucoup, donc franchement j'ai vraiment eu beaucoup de chance, qui dormait absolument partout, enfin c'était extraordinaire. Mais tout ça cumulé en fait, je me suis dit on m'a clairement enlevé ma vie, quoi. C'était mais avant j'avais pas ça, avant, j'étais pas malade. Avant, j'avais pas mal ici. Avant, je faisais pas attention si j'avais un petit peu mal aux cheveux ou un peu mal à un orteil. Je faisais pas. Alors que tout prenait proportion énorme en fait. J'ai mal à un ongle. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que je vais mourir? En fait, j'ai développé, en accouchant, j'ai développé la peur de mourir. Ça a été pour moi, en fait, ce jour-là, même si j'ai pas eu un accouchement à risque. Mais j'ai eu peur de mourir. Et après, j'ai développé ce truc, je l'ai nourri en fait dans le fait d'avoir peur de mourir et de ne pas voir grandir mon fils ou que mon fils grandisse sans sa maman. Et tout est parti de là en fait. Tout ça, après ça a fait une boule. Et puis après j'ai repris le travail, donc à 7 mois. Et là, alors que de la naissance jusqu'aux 7 mois, je n'avais pas fait de tachycardie. Et donc, juste avant de reprendre le travail, la nuit avant de reprendre le travail, je fais une crise de tachycardie, etc. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Je me suis vraiment dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Et de toute façon, j'avais perdu 20 kilos, j'étais d'une maigreur. Mais vraiment, j'étais très, très maigre. Je me nourrissais plus du tout. Je me nourrissais de pain, de blanc de poulet et de purée. Ah oui, ouais.
Ouais, parce que j'avais peur déjà de refaire des crises de colique hépatique, alors Mhm. qu'on m'avait enlevé la vésicule biliaire, donc rien à voir. J'avais énormément de problèmes digestifs. Et puis c'est là, en fait, que sont arrivées les crises d'angoisse, les attaques de panique, les crises Ouais. d'angoisse. Donc je me suis renfermée sur moi-même. Donc je ne voulais plus sortir chez moi parce que j'avais peur que il m'arrive quelque chose. Voilà, j'avais perdu totalement ma joie de vivre. J'étais plus du tout pétillante. J'avais plus vraiment. Hein, je me laissais complètement aller. Et puis en plus on me le disait, hein, avec mon conjoint, ça a été très difficile en fait cette période. Hein. Parce que effectivement, moi j'étais quelqu'un qui était très potarde, très rigolote, très dans la déconne. Et là, mais plus du tout. Puis plus rien ne faisait rire et tout prenait une ampleur énorme. Enfin, je vais dire une bêtise, mais un, un, de la poudre de la poudre de lait Mhm. qui va traîner sur l'évier, par exemple. Ça prenait une proportion immense. C'était, je pleurais, je Mhm. pouvais, ouais, vraiment c'était compliqué. C'était vraiment une période très très compliquée, très Ouais. compliquée. Tout était amplifié justement par ton état, quoi. Ouais. Tout. D'accord. C'était d'une tristesse. Mhm. Je regrettais, je me disais mais pourquoi, mais j'aimais mon fils de tout mon cœur, mais je me disais mais pourquoi j'ai fait ça. Ma vie elle était tellement bien avant, mais pourtant je le voulais ce bébé. Je le voulais. Et puis je me disais aussi, il y a tellement de femmes qui rêvent d'avoir des enfants et moi je suis là à me plaindre. Mhm. Ah, la culpabilité, ce sentiment de culpabilité en permanence, en permanence, en permanence, tout le temps en fait. J'avais l'impression d'avoir une culpabilité énorme autour de moi et ça me renfermait totalement sur moi-même et puis sur les autres. Enfin, de toute façon, j'étais plus du tout la même et je ne suis plus la même de toute façon depuis que j'ai eu mon fils. Depuis, Après, ouais. c'est normal, on gagne aussi en maturité, mais je suis absolument plus du tout la même depuis que j'ai Louis, ça c'est sûr. Depuis, ouais. En fait, t'as eu un changement d'identité avec effectivement enfin, une démultiplication, comment dire, avec vraiment des sentiments démultipliés pour plein de choses, et avec et l'angoisse qui s'est mélangée, et le sentiment de culpabilité de se dire, voilà, je l'ai voulu, mais en fait, ma vie d'avant, ben, je l'aimais bien quand même, et que si je pouvais Ouais, la retrouver en ayant mon enfant, ça serait quand même top. Donc en ouais. fait, tout s'est mélangé, tout s'est amplifié chez toi, quoi. Mm. En fait, pour moi, je me suis dit, je vais avoir un enfant, mais j'aurai la même vie qu'avant, Mm. mais avec un enfant. Voilà, je me suis dit, bah voilà, ça sera. Enfin, mais j'avais pas pris en compte tout ce que pouvait faire une grossesse sur le corps, en fait. Ça, je le savais pas. Sur le corps, sur le psychique, sur tout. Tout change. On n'a plus la même. De toute façon, notre visage, il est plus du tout le même d'avant grossesse et d'après grossesse. C'est Mhm. pas. Donc notre corps n'est pas le même. Ça, je m'en rendais pas compte. Je m'en rendais pas compte. Ça a été vraiment pour moi très compliqué. Ouais. Mais je pense que voilà, enfin, ce que tu dis là résume vraiment bien ce que beaucoup de femmes ressentent et ont ressenti. C'est vraiment se dire voilà, j'ai une vie, j'ai un bébé, ben après coup, ça sera la même vie et un bébé. Alors qu'en fait, comme tu dis non, il y a plein de choses qui interviennent et on n'est pas préparé à ça, on n'est pas averti et on prend ça en pleine face quoi en fait, tout simplement. En fait, on parle beaucoup, les sages-femmes aux préparations de cours à l'accouchement, les cours de préparation à l'accouchement, elles parlent beaucoup de bébé, de l'après, de bébé en fait. Comment Ouais. s'en occuper, que faire avec lui, etc. On parle très très peu quand même du postpartum, pour la maman. Très très peu. Très très peu. Mm. Et vraiment, il est vraiment important de parler de ce postpartum parce qu'il faut vraiment que les mamans sachent se préparer en fait. C'est important, c'est vraiment important. Non, non, mais c'est ça. Et c'est là qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a une société, enfin, la société, effectivement, il y a un souci parce que, comme tu dis, on parle énormément de bébés et on laisse maman dans un coin. C'est-à-dire qu'en fait, on lui dit comment faire un biberon, comment allaiter, comment porter, mais on C'est lui dit ça. pas, ben, en fait, tu vas avoir des hauts et des bas émotionnels, tu vas peut-être pas aimer ou trop l'aimer, tu vas peut-être amplifier certaines choses. En fait, on l'oublie. Pendant 9 mois, elle est chouchoutée comme une reine. Dès que C'est bébé ça. arrive, en fait, ben, elle est occultée, elle est mise de côté. Parfois, j'ai envie de dire même parfois dénigrée et pas écoutée et prise en considération. Et en fait, il y a que bébé qui compte. Il y a vraiment un projecteur là, bébé et maman. Oui, mais maman, elle va bien de toute façon. Ben en fait, peut-être pas quoi, parce qu'elle Moi, naît j'en ai aussi en même temps que son bébé. C'est deux naissances à gérer, hein. C'est pas qu'une seule, hein. c'est ça. Hmm. Non, mais totalement. En fait, je suis passée d'une grossesse où j'ai été choyée totalement
Je suis devenue maman et elle arrête pas de se plaindre. Ouais, mais voilà, c'est ça. En fait, déjà, c'est pas que j'arrête pas de me plaindre, c'est que c'est pas facile, quoi. Oh, mais ça va passer. Oh, mais t'inquiète. Mais c'est normal. Oh, allez, ressaisis-toi. Voilà, ça, c'est des phrases que j'entends. Mais non, tu vas pas mourir. Voilà, toutes sortes de phrases que j'entendais, en fait, de mon entourage. Alors que, clairement, j'avais juste besoin qu'on me dise, est-ce que ça va? Juste, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Tu as besoin de quelque chose? Est-ce que tu veux que je te ramène un verre d'eau? Mais juste ça, en fait. C'était vraiment pas... Et c'est pour ça qu'avec mon conjoint, on s'est vraiment pas du tout compris. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ça a été très compliqué. Hein. On a frôlé vraiment plusieurs fois la séparation. Et puis finalement, voilà, je me suis fait suivre et maintenant ça va beaucoup mieux. D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler brièvement, donc justement quand je me suis fait suivre, alors à quel moment tu t'es dit stop, ça c'est plus possible, c'est plus normal? Quand tu as pris la décision, c'était donc à quel moment et comment tu t'es fait suivre en fait, concrètement là aujourd'hui? Et où tu en es? J'ai pris la décision de dire stop. C'est au moment en fait où j'ai repris le travail. Donc en fait j'ai repris une vie normale. C'est-à-dire que à 7 mois de bébé j'étais dans ma bulle, donc pour moi tout était normal en fait. Sauf que quand j'ai repris une vie que tout le monde reprend, que tout le monde prend une vie dans sa vie de tous les jours, là je me suis dit non mais Laura ça va pas du tout, tu veux plus sortir, tu fais des crises d'angoisse alors que je faisais pas de crises d'angoisse. Et là je me suis vraiment dit qu'il fallait que je me fasse aider. Donc effectivement je me suis fait aider. J'ai rencontré une psychologue sophrologue qui est spécialisée dans la maternologie et l'analyse des mémoires prénatales. Donc ça elle était excellente, mais elle était loin de chez moi. Excellente, vraiment, mais excellente. C'était pour moi très révélateur. Ça m'a fait énormément de bien. Et en parallèle, je faisais aussi de la kinésiologie. Voilà, je sais pas si tu sais ce que c'est la kinésiologie. Oui, mais vas-y, développe pour ceux qui nous écoutent, s'il te plaît. Alors en fait, la kinésiologie, c'est en gros, on va rééquilibrer les énergies par le toucher. Et aussi, le kinésiologue, là en l'occurrence, pour donner un exemple, par exemple, il va toucher mon poignet et il va tapoter et il va me donner, il va forcément nous dire quelque chose avec ce qu'il ressent. Donc il va donner un mot. Donc par exemple, moi il m'a donné le mot culpabilité. Et il fallait que je développe en fait. Et il me disait pour vous, qu'est-ce que vous ressentez quand je vous parle de culpabilité? Et donc voilà, en fait, on développe comme ça et après, on recentre les énergies et c'est sur plusieurs séances et c'est excellent. Franchement, la kinésiologie, c'est excellent. J'ai adoré. Franchement, c'est top. C'est vraiment, je recommande vraiment. Et puis ça permet aussi d'aller chercher en fait l'origine de ces angoisses. Et souvent, et pour ma part, que ce soit avec la sophrologue spécialisée dans la maternologie ou avec le kinésiologue qui n'ont aucun rapport entre eux, qui ne se connaissent pas, pour eux, mes angoisses remontent à mon état fœtus au 9e mois de grossesse de ma mère. Donc en fait, tout est lié. Tout est lié en fait. C'est-à-dire que à la naissance de mon fils, toutes mes angoisses que j'ai gardées pendant 30 ans sont remontées à la surface. Et en fait, tout ça, ça a été un travail et j'ai trouvé ça formidable. La kinésiologie, je trouve ça vraiment formidable. Après, j'ai essayé plein de choses. Hein. J'ai essayé l'hypnose, j'ai essayé la sophrologie, je me suis renseignée sur les plantes, après je vais pas le cacher, hein, j'ai été et je suis encore sous anxiolytique. Alors j'ai refusé les antidépresseurs. Mais alors j'ai été sous anxiolytique quand même pendant pendant presque 2 ans. Pendant 2 ans, j'ai été quasiment sous anxiolytique, 1 an et demi, 2 ans. Et là, l'anxiolytique, je les ai arrêtés depuis le premier confinement. D'accord, au mois de mars. Et maintenant, j'en prends que en cas de grosse crise d'angoisse, quoi. Voilà. D'accord, ok. Parce que ça m'arrive encore d'en faire. Je suis quand même passée de une crise d'angoisse par jour à une crise d'angoisse tous les 2 mois. Donc franchement, c'est un changement. Parce que j'ai fait un travail sur moi-même et que je me suis beaucoup documentée et que je me suis dit, je ne suis pas folle. Et effectivement, il y a d'autres mamans, énormément de mamans qui sont
dans le même cas que moi, en fait. On est très nombreuses. Mm. C'est juste qu'apparemment, il y a un secret autour de ça et on n'a pas le droit d'en parler. Ouais, en fait, c'est ça, ouais. Je sais pas, enfin, d'où est sortie cette idée, là, pour le coup, je vais me permettre de le dire, vraiment très stupide, d'en faire un tabou, d'en faire un secret, mais ça prend des proportions et ça fait des drames familiaux, et je me dis, enfin, là, franchement, stop, quoi. Il est vraiment temps d'arrêter, de dire les choses, ça va pas forcément les faire changer, mais de savoir un peu ce qui va se passer et de s'y préparer. Je reste persuadée que ça peut avoir une incidence, quoi. À vouloir trop cacher, on fait vraiment du mal. C'est impressionnant ce tabou qui est présent sous le postpartum, comme si c'était vraiment le secret du siècle à garder, alors qu'en fait non, c'est justement le secret à diffuser, mais au maximum de personnes, quoi, pour qu'on arrête C'est ça, d'entendre. Ouais. faire peur. Quand on est enceinte, ça peut faire peur. Oui, mais alors je peux le comprendre, ça peut faire peur, ça dépend, j'ai envie de dire peut-être de la personne qui délivre le message. Il y a aussi la façon d'en parler. C'est informer, faire comprendre en toute bienveillance et pas dire oh tu verras mais c'est juste enfin voilà, il y a une façon de le dire, il y a un moment pour le dire et il y a une manière de l'aborder. Je pense que bien amené, ça peut être intéressant en tout cas, ou alors par petites touches de répétition pour que la maman puisse l'intégrer, l'entendre et j'ai même envie de dire le couple, parce qu'on voit bien que dans certaines situations, ben, le rôle du papa est juste primordial et qu'il soit informé lui aussi en amont, ben, le prépare à soutenir maman et bébé, quoi. Ouais. C'est pas... J'ai fait une thérapie de couple aussi, hein, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu as dit? Dans tout ça, j'ai fait une thérapie de couple aussi. Hein. Bah, tu vois, voilà. Mais ça me surprend pas parce que ouais, le postpartum n'est pas réservé, comme on l'entend beaucoup, à la femme. C'est vraiment, encore une fois, quelque chose pour un couple, en fait. Parce que on le traverse à deux. On ne traverse pas maman, papa ou la compagne d'un côté. Non, on traverse vraiment, c'est un trio émotionnel. Donc il faut vraiment prendre cette entité dans sa globalité, quoi. Sinon, comme tu dis, on arrive à la cassure. Et voilà, quoi, l'inévitable arrive. Donc ouais, c'est vraiment une dualité et parfois, voilà, un trio à prendre en compte, mais vraiment à tous les niveaux. Psychique, physiologique, enfin tout, quoi. Bon, j'ai une question. Je me permets de rebondir sur ce que tu as dit. Il y a une notion, enfin, tu as employé un terme, non, je suis pas folle. Je l'entends beaucoup aujourd'hui parce que les mamans ne sont pas écoutées, elles sont pas prises en considération et elles finissent par se dire, mais en fait, si ça se trouve, c'est que dans ma tête, quoi. Alors qu'en fait, non, tu le dis très bien, je ne suis pas folle. Il y a vraiment un réel problème derrière tout ça. Au lieu de mettre des pansements un petit peu qui vont arrêter l'hémorragie, cherchons la cause réelle. Tu as parlé tout à l'heure de kinésiologie, pardon. Moi, quand je fais la réflexologie bébé affective avec les mémoires émotionnelles, on remonte effectivement parfois au transgénérationnel pour aller chercher quelle naissance a été impactée et quelle naissance vient réparer quelle naissance. Là, c'est ta grand-mère, je crois, avec celle de ton fils. Il y a toujours, entre guillemets, une naissance qui est liée à une naissance actuelle. Non, c'est la mienne. Ah, c'est la tienne. D'accord. Ouais. Ouais. Et tu vois, ça vient réparer, en fait. Il y a toujours cette part de, on va dire, d'émotionnel, de transgénérationnel qui est liée à quelqu'un. Donc, faut pas essayer de se dire, on met un pansement, mais allons vraiment à la base pour aller à la racine et chercher, voilà, où est-ce que le mal a été fait ou où est-ce qu'il y a eu une incompréhension, quelque chose qui n'a pas été terminé ou guéri, quoi. Tout simplement. C'est ça. Totalement. Mais ça me parle beaucoup parce que je le vois, ouais. Ouais. Totalement d'accord avec ça et je pense que l'on est ce que l'on est aujourd'hui par rapport à ce que l'on a pu vivre avant ou ce que les générations nos générations d'avant ont pu vivre aussi. Exactement. Aujourd'hui, moi si j'ai décidé aussi de me faire soigner, suivre, c'est surtout pour casser en fait cette barrière et que mon fils n'ait pas à vivre ça en fait. Ouais. Aujourd'hui, on a vraiment les moyens. Alors peut-être que moi, quand ma mère elle a accouché, effectivement, ma mère elle a fait une dépression, mais on parlait pas de dépression postpartum à l'époque. Et puis il n'y avait pas tout ça. On parlait pas de kinésiologie, de sophrologue. Il y a 30 ans en arrière, on n'en parlait pas forcément. Il n'y avait pas tout ça pour aider. Et puis bon, voilà. Après, c'est toute une histoire de famille. Mais ma mère, ils sont quand même 11 enfants, donc bon. Pareil, ça va du tout un sujet c'est un peu un sujet tabou. Oui, fait. Ouais. On a des enfants et puis voilà quoi. Oui. Enfin, c'est tout. Puis j'ai envie de dire, pardon, vas-y. Oui, non, vas-y. J'ai envie de dire, sans choquer, à cette époque-là aussi, enfin, soyons honnêtes, la place de la femme n'était pas forcément très valorisée.
On était femme, exactement. on était mère et on devait se contenter de ça, quoi. Il n'y avait pas C'est ça. d'épanouissement, de reconnaissance. On était maman, on devait s'estimer heureuse et puis en fait ne faire que être maman, quoi. Donc, mais nos préoccupations, nos craintes, nos angoisses et tout, ben, ça passait mais plus qu'au second plan, quoi. C'était pas Ah du ben tout lié à totalement, l'époque. totalement. Mm. Aujourd'hui, on C'est pour ça a... ouais. qu'aujourd'hui, on a les moyens de se donner pour aller mieux. On a Oui. vraiment beaucoup de choses qui font qu'on peut aller mieux. Mm. Et effectivement, voilà, la kinésiologie, la sophrologie, le magnétisme aussi, le reiki, tout ça, après, il faut croire en Oui. tout ça. Hein. Ouais. Attention, mais je trouve que c'est quand même. Je trouve que quand on approfondit et quand on va chercher ça, par exemple, avant d'être enceinte, mais j'aurais toujours aimé arrêter le magnétisme, non mais le reiki, non mais recentrer sa chakra, ça va pas ou quoi. Alors qu'aujourd'hui, je suis totalement pour. Je Ben suis ouais. vraiment totalement pour tout ça. Ben oui, parce que comme tu le disais, tu as eu un changement aussi identitaire. Tu es passé de ben, la fameuse matrescence, de la femme à la mère. Donc, tu as eu un changement d'opinion, un changement de vision. Et ce sont des choses qui maintenant sont nécessaires et qui expliquent des causes qu'on ne peut pas forcément toujours expliquer. Le rationnel, c'est bien beau. Enfin, je suis très cartésienne, donc pas de souci. Mais à un moment donné, ben, tout ce qui va être mémoire, tout ce qui va être transgénérationnel, il faut une cause, il faut une explication. Et il y en a une beaucoup avec les médecines douces, quoi, en fait. Qu'on y croit ou pas, ben, ça vaut le coup de se pencher dessus parce que on risque d'être quand même, je pense, agréablement surprise des bénéfices parce qu'on va vraiment en profondeur chercher les causes racines pour pouvoir justement ben, couper le mal, quoi. Parce que donner des antidépresseurs et des anxiolytiques, c'est très bien. Mais je pense il faut approfondir, il faut vraiment aller chercher la base des choses. Et parce que une dépression postpartum, elle ne vient pas forcément de la naissance de notre enfant. En fait, c'est quelque chose qui est ancré en nous depuis très longtemps, qui n'est jamais sorti et qui ressort au moment où nous, en fait, on se donne une deuxième naissance, Mm. une deuxième vie. Et je pense que c'est et voilà, donc je pense que c'est bien d'aller chercher. Et effectivement, si vraiment là on n'y arrive plus, bah oui, effectivement, il faut avoir recours aux médicaments. Mm. Mais je pense quand même qu'on a suffisamment de choses qui nous permettent de pouvoir aller chercher et soigner en fait, euh, se dire pardon ou demander pardon à certaines personnes. Enfin voilà, c'est tout un travail. Franchement, je conseille vraiment aux mamans qui sont en pleine dépression postpartum d'avoir recours à toutes ces médecines douces, toutes Mm. ces alternatives. Ouais, non, non, mais c'est clair. Et je reprécise, enfin, pour les médicaments, pour que voilà, qu'il n'y ait pas comment dire, d'ambiguïté par rapport à ceux qui nous écoutent. On n'est pas en train de dire avec Laura qu'il faut pas en avoir parce que ça peut être justement un Oui, bien pansement sûr. qui permet de pouvoir supporter émotionnellement ben, le traitement qui va être naturel mais qui va prendre plus d'effet, de temps pour pouvoir faire effet. C'est juste se dire que ces médecines douces là existent, ne pas se dire voilà, non, on n'y croit pas. Peut-être se pencher dessus et faire entre guillemets un combo de tout ça. Le but, c'est qu'on puisse aller mieux. Donc, vraiment s'informer, s'entourer, parler, libérer la parole pour que justement on puisse ben, crever l'abcès et vraiment venir aux causes racines, quoi. C'est vraiment voilà, ce qu'on est en train de dire par Oui, rapport à parce ça. que Ouais. moi-même, hein, j'ai eu recours aux anxiolytiques Mm, et j'en ai toujours un peu sur moi. Hein, mm, en cas de crise d'angoisse, si je suis dehors et que ça va pas, bon bah et que je suis pas chez moi posée à faire ma respiration, je vais avoir recours à prendre un anxiolytique. Hein, mm, je le sais très bien. Donc non, je dis pas qu'il faut pas prendre mm. ces antidépresseurs, surtout et ces anxiolytiques. Il faut vraiment, si on a un traitement, il faut vraiment le prendre et surtout Oui. pas l'arrêter Ben voilà, c'est nous-mêmes. ça. Hein. Ouais. Non, non, vraiment le prendre, ouais. Suivre les indications et le prendre vraiment Les sérieusement, quoi. indications. Mm. Ouais. Ouais. D'accord. Ben écoute, je pense qu'on a ben ouais, on a quand même abordé un petit peu les pistes de voilà quels conseils tu donnerais un petit peu. Est-ce que par rapport à tout ce que tu as dit, tu as encore des conseils à nous partager qui toi t'ont aidé? Alors encore une fois, bien évidemment, chaque femme vit son histoire, chaque postpartum a son histoire, mais voilà, juste des trucs qui t'ont toi aidé en plus de ce que tu as dit. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose ou pas, Laura? Ou est-ce qu'on a fait le Avec tour? le, avec le recul, je pense qu'il faut vraiment penser à soi-même, Mhm. à nous en tant que femmes. Il faut vraiment prendre soin de soi. Mhm. Notre bébé ne nous en voudra pas parce qu'une maman heureuse sera forcément un bébé heureux Mhm. et épanoui. Euh, donc je pense qu'avec le recul, il faut vraiment prendre soin de soi. Mais ça marche aussi dans la vie de tous les jours. Dans Hein, ouais. c'est pas que. Mais si on a
si on transmet autour de nous une aura positive, effectivement, tout sera beaucoup plus simple en fait. Donc vraiment, ça va passer par d'abord prendre soin de soi, vraiment c'est important. De ne pas s'oublier, De de pas passe, ouais. s'oublier en femme et, et de se forcer à faire les choses. Il y a des jours où ça va être plus compliqué que d'autres, il y aura des jours où on n'aura pas du tout envie de sortir de notre lit, ça c'est sûr, des jours où on va rester en pyjama, où on va pas se laver les cheveux pendant une semaine, ça franchement je l'ai vécu et je le sais. Mais les jours où ça va bien, justement, il faut en profiter pour s'occuper de soi. Ouais. Ça, c'est important. Est-ce que quand tu as accouché, cette notion de prendre soin de soi, tu l'avais à l'esprit ou pas du tout? Ou c'est là justement avec le recul, le cheminement, l'accompagnement, la guérison, que tu te dis, ouais, si je devais changer quelque chose, je changerais déjà au moins ça. Ah, totalement. Ouais, Parce que quand j'ai accouché, clairement, c'était mon fils et rien d'autre, en fait. voilà. Donc, même mon argent, en fait. Je m'achetais plus du tout de vêtements, je faisais plus du tout les magasins pour moi, il n'y avait plus rien de compter, en fait. Tout était pour mon fils. Tout, absolument tout. Mm. Alors qu'en vrai, lui, il a juste besoin d'amour, d'affection, qu'on le nourrisse. Voilà. Alors que moi, je voyais tout le côté. Effectivement, Louis, j'ai énormément de mal à m'en détacher, même encore maintenant, parce en plus, on a cette relation très conflictuelle, mais en même temps très Fusionnel. fusionnelle Mm. avec Louis qui est énorme. On a un très gros problème de séparation avec lui. Mhm. Donc voilà, je me dis que c'est forcément lié aussi un peu à ce postpartum, hein, mine de rien. Alors maintenant, j'en culpabilise moins parce que je me dis que c'est comme ça, et puis on peut aussi faire de la kinésiologie chez les bébés. Ouais, oui. Même chez les femmes enceintes, Ouais. c'est pas un choix. Ouais. Et, et donc je sais plus du tout, je parle tellement, je sais plus du tout ce que je voulais dire. Mais Tu parlais de ouais, kinésiologie pour Louis, je pense. de prendre soin de soi. Mm. Quand j'ai accouché, non, franchement, je l'avais pas. Ouais. Je l'ai maintenant depuis que j'ai le recul. Depuis que j'ai le recul, effectivement, comme maintenant, les cadeaux que je vais faire à une maman Ah, ne seront pas du tout les mêmes qu'une Maintenant, si une femme va accoucher, je vais pas du tout lui offrir les mêmes cadeaux que si moi je n'avais jamais eu d'enfant, en fait. ouais. C'est-à-dire que demain voilà, j'ai ma cousine qui va accoucher bientôt. Je sais très bien que je vais lui offrir un cadeau à elle, parce que son bébé, il en aura 1 million de cadeaux. Oui. C'est bon, quoi. Mais pareil, ça c'est voilà, c'est tout ça en fait. Aujourd'hui, je suis en paix et je suis apte à me dire j'ai envie d'un deuxième enfant. D'accord. Alors qu'on m'avait demandé avant le confinement, parce que pour moi le premier confinement a été très bénéfique. Ça m'a fait totalement faire remettre en question. Mhm. Mais avant le premier confinement, c'était catégorique, je n'aurai jamais de deuxième enfant. Je ne veux pas retomber enceinte, je ne veux pas revivre la grossesse, je ne veux pas revivre un accouchement, je ne veux surtout pas d'un deuxième enfant. C'était pour moi, mais catégorique. Et là, maintenant, je me dis qu'un deuxième enfant, ouais, je pense qu'on travaille un peu dessus, ouais. Mais écoute, j'ai envie de dire, ouais, ça me paraît être un beau mot de la fin. Je sais pas si tu as tout dit, mais voilà, comme quoi on peut, voilà, on traverse un postpartum. Bon, j'ai retenu, hein, donc je surveillerai tout ça. Non, mais c'est bien, parce que effectivement, voilà, tu nous as bien partagé, effectivement, voilà, ta grossesse, ton postpartum, ta dépression, ta reconstruction, j'ai envie de dire, ton cheminement, mais ta guérison finie ou peut-être pas finie ou presque finie, mais en tout cas, ton cheminement vers la guérison. Et effectivement, t'as dit un mot aussi, voilà, je m'arrêtais vraiment volontairement dessus, je suis en paix. Ouais. C'est un mot, voilà, qui est tout simple, qui est tout banal, mais qui prend tout son sens et qui est lourd, en fait, au niveau de l'émotion que ça dégage. Voilà, un sentiment, voilà, je le pose, je le dis, donc je l'affirme, et je le suis, et je le vis, quoi. Donc c'est super important, voilà. C'est un peu la note, pas la note de fin, mais voilà, la note qui permet de se dire, voilà, on traverse tout ça, mais rassurez-vous, il y a une fin, voilà, on traverse tout ça, il y a peut-être une raison ou pas, mais voilà, il y a un aboutissement, il y a un cheminement à faire, et voilà, je suis en paix. C'est vraiment, j'ai envie de dire le mot, moi, que je retiendrai pour la fin, et puis, j'ai envie d'avoir un deuxième enfant. Voilà. On vient vraiment sur ce couple de mots assez fort qui montre que, ben, ok, il s'est passé des choses, on a vécu, on a traversé, on a souffert, on s'est construit,
Mais voilà, je suis en paix, je reste de mon enfant, j'ai envie de dire, voilà, c'est des notes de fin, moi, pas qui me correspondent, qui me font plaisir, mais qui me conviennent, parce que je me dis, voilà, c'est une Laura apaisée, Mm. reconstruite, alors, entre guillemets, peut-être pas terminée, peu importe, mais voilà, en chemin, bien parti pour, et avec un beau message d'espoir pour toutes celles et tous ceux, parce que les papas aussi sont concernés, qui nous écoutent, pour pouvoir justement mieux accompagner leur compagne, pour pouvoir mieux anticiper, et mieux comprendre que, ben, qu'on est 100% focus sur le bébé, on n'est pas égoïste, c'est juste que là, on ne peut pas faire autrement, quoi. Donc, qu'ils le sachent en amont les papas et qu'ils le sachent pendant, ben, ils sont là aussi pour être un peu garants de nous sortir la tête hors de l'eau pour nous permettre de recommencer à vivre pour nous et pour prendre soin de nous. Exactement. Ok. Bon, ben, je pense Exactement. que on a tout dit. En tout cas, ben, merci beaucoup Laura pour ben, on va dire ce témoignage, voilà, vraiment en toute transparence et puis en toute bienveillance. Ben, ça a été vraiment un plaisir de faire un podcast avec toi. Mon Merci à petit toi. doigt me dit que ce sera pas le dernier. Ouais. On laisse le mystère pour la suite. Je sais pas si tu as quelque chose à dire ou pas. Vas-y, dis-moi. Non, bah, merci à toi de m'avoir donné la parole parce que franchement, ça m'a vraiment fait du bien. Ouais, bon bah c'est. Vraiment, ça m'a fait replonger dans mes souvenirs, mais je les ai pas revécus du tout avec tristesse. Et, D'accord. ça fait du bien parce que c'est vrai que quand je reparlais de tout ça avant, j'en parlais souvent avec tristesse et plus du tout maintenant. Donc, D'accord. maintenant, je suis vraiment contente. Merci beaucoup de m'avoir donné la Ben non, non, parole. mais merci à toi et puis merci de ta confiance. Ben je te souhaite une belle journée. Ben je te dis à très très bientôt et puis encore une fois merci beaucoup d'avoir voilà livré un petit peu ben, sur un sujet qui nous touche toutes les deux et qui nous concerne et qui concerne pas mal de familles. Voilà, c'est entre guillemets un premier pas pour essayer de à notre niveau lever un peu le tabou sur ce mot postpartum, le tabou sur cette situation qui n'est pas du tout honteuse que l'on vit et on peut en sortir. Ben, je t'embrasse à distance et je te dis à très très bientôt, Laura. À très vite, Tania. Au revoir. Ciao, ciao.